Je introduis maintenant la communication de Pauline Dabrigion, qui est chargée d'études et de la recherche à l'INHA. Elle est aussi doctorante à l'EPHE sous la direction de Monsieur Jean-Michel Legnaud. Sa thèse porte sur la céramique chinoise en France au XIXe siècle. Le titre exact étant Céramique chinoise en France au XIXe siècle, le discours, technique, collection. Aujourd'hui, elle va donc nous présenter les recherches qu'elle a menées sur les céramiques chinoises conservées à la Fondation nationale des arts graphiques et plastiques et que vous aurez aussi l'occasion de voir en partie cet après-midi. Donc, merci Pauline. Merci Laura pour cette introduction. Et en préambule à cette communication, j'aimerais remercier particulièrement mademoiselle Éléonore Dérisson, chargée des collections de la FNAGP, qui m'a été d'une aide précieuse tout au long de mes recherches. Évidemment, mon étude se base sur les travaux essentiels de Madame Pauline Prévost-Mercillacy, mais aussi sur le précieux travail d'identification et de localisation des œuvres effectuées par l'INHA sous la direction de Laura Desfoutia. La contribution que je souhaite apporter pour ma part est un focus sur les porcelaines chinoises conservées à l'hôtel Salomon de Rothschild. Le but de cette intervention étant à la fois d'identifier la collection, de retracer certains aspects de son historique, d'en évaluer le contenu à travers l'analyse des œuvres. Notre principal questionnement a été de savoir quel sens attribuer à cette collection, et c'est ce qui me servira de fil conducteur. Néanmoins, je crains avoir plus de questions que de réponses à offrir, et tous vos commentaires seront les bienvenus pour enrichir cette recherche. Donc la collection que nous allons aborder est léguée en 1922 par Anna-Charlotte de Rothschild, dite Adèle, à plusieurs institutions françaises et dont une partie se trouve aujourd'hui exposée dans le cabinet de curiosités de l'hôtel Salomon de Rothschild, situé au 11 de la rue Berrier dans le 8e arrondissement. Cette collection est amorcée en fait par son mari, Salomon James de Rothschild, le troisième fils de James, entre 1862 et 1864, date de son décès brutal à l'âge de 29 ans. En seulement 2 ans, il rassemble une collection immense d'œuvres d'art, acquises pour la somme totale de plus d'1 million de francs et dans laquelle les objets d'art oriental occupent une place prépondérante. Il s'agit donc d'une collection qui s'inscrit dans 2 temporalités différentes, celle d'une part des achats frénétiques de Salomon de Rothschild dans les années 60 et celle de la valorisation et de l'enrichissement du fonds par Adèle. Ces bases étant posées, j'aimerais aborder certains aspects de l'historique de cette collection qui sont particulièrement intéressants du point de vue des céramiques chinoises. Tout d'abord, la méthode d'acquisition, parce qu'il convient de rappeler que Salomon faisait acheter ses œuvres par l'intermédiaire de conseillers, les principaux étant le baron de Montville, un certain Van Kuyk, Louis-Auguste Alfred Beurdeley et Nicolas-Joseph Malinet. Les 2 derniers étant identifiés comme des figures absolument essentielles du commerce de la curiosité dans le Paris du XIXe siècle. Beurdeley était également bronzier et on le connaît pour avoir réalisé des bronzes qui sont des montures sur porcelaine chinoise. Malinet est lui enregistré comme vendeur d'objets de curiosité à Paris au 25 quai Voltaire et nous aurons l'occasion de revenir sur lui. Donc le choix des intermédiaires révèle d'emblée un intérêt particulier pour les œuvres orientales. Au moment où Salomon meurt, les collections sont entreposées au 25 rue Faubourg Saint-Honoré où vivent les époux. Et l'analyse de l'inventaire après décès de Salomon m'a permis de dénombrer pas moins de 282 porcelaines chinoises, ici présentes. Or, l'inventaire après décès d'Adèle, réalisé en 1922, comprend quant à lui 448 porcelaines chinoises, dont 260 étaient dans le cabinet de curiosité.
Aussi, il semble évident que Adèle a continué d'enrichir la collection après la mort de son mari, même s'il est difficile de discerner de manière précise les pièces appartenant à chacune des deux collections. Il n'y a, à n'en pas douter, cependant, une similitude dans les dispositifs d'exposition entre la galerie qui se trouvait rue du Faubourg Saint-Honoré et le cabinet de curiosités de la rue Berrier. Les porcelaines chinoises et japonaises occupaient une place de choix dans la galerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré, ici mis en valeur, à savoir que on retrouve dans la dernière colonne 81 assiettes ou compotiers, 62 tasses et soucoupes, 11 théières, etc. Or, le cabinet de curiosités comprend quant à lui une vitrine où sont disposées 70 assiettes et 70 tasses avec soucoupe. C'est donc cette similitude de dispositifs de monstration qui tend peut-être à prouver que Salomon éprouvait un attachement particulier pour cet ensemble, et ce qui expliquerait également que Adèle l'ait en quelque sorte reproduit dans son hôtel particulier et en ait désiré la conservation intacte après sa mort. Enfin, dernier point sur lequel j'aimerais revenir est celui d'un projet de catalogue avorté, puisque à la dernière page du carnet de vente de Salomon de Rothschild se trouve une mention intéressante que Salomon aurait en effet versé 1200 francs à un certain Jacquemart pour la réalisation du catalogue de sa collection. Il s'agit en fait d'Albert Jacquemart, surtout connu comme critique d'art et spécialiste de l'histoire de la céramique, et à l'origine de la classification des porcelaines chinoises en familles, les fameuses familles vertes, familles roses, que l'on continue d'utiliser de nos jours. Lorsque Salomon de Rothschild lui passe commande en 1864, Jacquemart est déjà connu pour la publication avec Edmond Leblanc d'une histoire artistique, industrielle et commerciale de la porcelaine. Cette dernière suivie de 2 autres sur l'histoire de la céramique. Malheureusement, le catalogue des collections Rothschild ne verra jamais le jour. La mort de Salomon avait sans nul doute déjà freiné cette entreprise, mais c'est la mort de Jacquemart lui-même qui y met un terme définitif, puisque une lettre d'Adèle nous indique en effet que celle-ci avait souhaité que Jacquemart poursuive la rédaction de ce catalogue avant qu'il ne disparaisse brusquement en 1875. Jules Jacquemart, le fils d'Albert, aurait donc envoyé un document qui était le catalogue inachevé à Adèle, laquelle le remercie tout en lui adressant ses condoléances. Donc, rien d'étonnant à ce que le document n'ait jamais été publié, ni même trouvé dans les archives Jacquemart. Cette histoire de catalogue avorté est intéressante du point de vue du sens attribué à la collection. Salomon avait-il fait cette commande à Jacquemart pour préparer une nouvelle vente de sa collection, ou bien au contraire était-ce un moyen de figer la collection dans son état et de se l'approprier en tant que possession? Dans les années 1860, Jacquemart réalise un grand nombre de catalogues pour des collectionneurs importants dont les collections comprenaient une assez grande proportion de porcelaine orientale. La plupart de ces catalogues devaient servir de catalogue de vente, mais ce n'est pas le cas de tous, comme celui de Madame Malinet, qui par exemple est resté un ouvrage en soi, qui avait pour seul but d'immortaliser la collection, car comme Albert Jacquemart le souligne dans sa préface, on ne doit pas l'oublier, dès qu'un monument a figuré dans une suite inventoriée avec soin, il appartient à l'histoire. Abordons à présent le contenu à proprement parler de la collection. Dans les précédentes publications à propos de cette collection, on insiste beaucoup sur la rapidité, l'anarchie avec laquelle a été rassemblée cette collection. Et Pauline Prévost-Marcillaci a même suggéré que l'acquisition d'œuvres d'art était chez Salomon un investissement dans la mesure où, de son vivant, il commence déjà à vendre une partie de sa collection. Néanmoins, l'analyse des porcelaines chinoises permet de mettre en valeur des ensembles assez cohérents dans cette collection qui, à mon sens, ont dû faire l'objet d'un choix. Par ailleurs, la collection renferme, bien qu'en petit nombre, des pièces tout à fait exceptionnelles
Et enfin, il convient de rappeler que l'histoire de la porcelaine chinoise dans les années 1860 n'en est qu'à ses balbutiements en Europe et que l'expertise et le goût sont forcément assujettis à la connaissance que l'on a de ces objets. Quand je parle de pièces exceptionnelles, je parle surtout de cette pièce, qui est une coupe sur pied dont le marli est percé de jours circulaires et sur fond d'un émail fuchsia se détachent des arabesques de motifs végétaux de couleurs différentes. Et au revers, on trouve cette couche d'émail turquoise avec en son centre la marque impériale Da Qing Qianlong Nianzhi, littéralement fait pendant l'ère Tianlong de la grande dynastie Qing. Ce qui nous permet, en plus du style de l'œuvre, de dater cet ouvrage du règne de Tianlong entre 1735 et 1796. Par ailleurs, la symétrie des décors, les motifs d'arabesque structurés en volutes sont d'inspiration européenne et c'est ce qui leur ont valu en Chine le nom de Yangcai, littéralement couleur étrangère, comme vous le montre cette pièce de comparaison conservée au Musée national du Palais de Taipei. En effet, il convient de rappeler que la période d'acquisition de Salomon de Rothschild coïncide avec les ventes du Palais d'été à Paris, au cours desquelles les objets pillés dans cette résidence impériale, palatiale, furent dispersés. Le sac du Palais d'été, en chinois Yuan, orchestré par les troupes franco-britanniques, a lieu en 1860, à la fin de la Seconde Guerre de l'opium. Et entre 1861 et 69, pas moins de 16 ventes comportant la mention explicite de provenance du yuan ont eu lieu à Paris, dont 11 déjà entre 61 et 62. En revanche, le rapide survol de ces catalogues, notamment à travers la base de données mise en ligne par Léa Saint-Raymond, nous a pas permis d'identifier la vente exacte au cours de laquelle cette œuvre a pu être acquise. Il faudrait également voir les catalogues à Londres, puisqu'on sait que Salomon de Rothschild l'achetait également à Londres. On a une mention dans le carnet de vente qui fait état d'un achat le 4 septembre 63 d'un grand plat porcelaine de Chine pour 600 francs auprès de Evans, lui-même étant un des acheteurs les plus remarqués des ventes du Palais d'été. Alors peut-être que cette mention revient à cet objet. Je l'ignore. Toujours est-il que, comme on le voit sur ce graphique, Evans était certes un des acteurs importants de ce rachat des œuvres du Palais d'été, mais il en est de même pour Malinet en tête de liste et Beurdelet qui était, nous l'avons vu, des conseillers de Salomon de Rothschild. Dernier élément, c'est qu'une pièce quasi similaire se trouve au musée chinois de l'impératrice Eugénie, lequel rassemble le butin entre guillemets officiel de guerre ramené du Palais d'été et offert au couple impérial en 1861. Ce dernier avait d'abord été exposé au jardin aux Tuileries, avant de prendre place dans une enfilade de salles du château de Fontainebleau. Mais l'ensemble le plus important en termes de nombre de cette collection sont bien les familles roses. Les familles roses, du moins ce qu'on appelle aujourd'hui les familles roses, sont des porcelaines ornées d'un émail rose opaque qui fait son apparition sous le règne de Yongzheng. La plupart de ces plats comportent un revers carmin qui leur ont valu le nom anglais de Ruby Back Dishes. Selon Margaret Medley, cela devait permettre d'opacifier la porcelaine rendue trop translucide du fait de l'extrême finesse de ses parois. Et certaines pièces, alors celle-ci n'est pas conservée à la FNAGP, mais elle me permet de signaler que certaines comportaient des indications, telles que cette inscription Lingnan Huizhi, littéralement peint à Lingnan, Lingnan étant l'un des noms de Guangzhou, le canton, ce qui nous indique que ces œuvres étaient, pour certaines, peintes non pas
dans leur lieu de production qui était Jingdezhen, mais à Canton, avant d'être exportés, vendus sur le marché occidental. Du temps où Salomon de Rothschild fait l'acquisition de ces œuvres, elles étaient attribuées au Japon. On trouve dans le catalogue de vente réalisé d'une vente qu'il fait en 1864, 6 pièces décrites comme ayant un revers rouge et attribuées au Japon, notamment le lot 33, qui est une jolie assiette en porcelaine du Japon, coquille d'œuf à très riche décor aux 7 bordures, sujet, femme et 2 enfants, dans un intérieur richement meublé, revers rouge. Et pour revenir sur ces décors de femmes et d'enfants, eh bien, il faut savoir que dans les années 1860, ce type de pièces pouvait atteindre des prix très élevés. Un catalogue rédigé par Albert Jacquemart de la vente de Monsieur de Monville. Alors, j'ignore si c'est le même baron de Monville qui servait d'intermédiaire à Salomon de Rothschild. Et toujours est-il que dans ce catalogue de 1866, on trouve un lot similaire à une pièce de la baronne de Rothschild qui est décrit en ces termes. Compotier à bordure quadrillée et seconde bordure à guirlande en or de tons variés, rehaussée de noir, au centre un riche sujet, une femme et ses 2 enfants dans un intérieur, la pièce la plus extraordinaire en porcelaine, en ce qu'il semble que l'artiste y ait voulu réunir tous les tons et procédés les plus variés de la céramique japonaise. Elle est d'une finesse d'exécution et d'une réussite admirable. Nous ne connaissons que 2 spécimens de ce compotier, celui de la collection de Madame la baronne Salomon de Rothschild et celui-ci. La pièce est adjugée 1315 francs, soit un prix record si l'on considère, comme l'a démontré Léa Saint-Raymond, que 75% des porcelaines chinoises vendues dans les années 1860 n'atteignaient pas des prix d'adjudication plus élevés que 180 francs. Dans ce lot des familles roses, on trouve un tout petit nombre de porcelaine armoriée, notamment celle-ci, de sable, un cerf d'or arrêté regardant, armoirie britannique que David Howard Sanctuary a attribuée à Maurice de Caernarvon. Pardon pour la prononciation. Autre arrêt sur image, cette pièce assez exceptionnelle pour une collection de particuliers français de cette seconde moitié du 19e siècle, c'est ce que l'on appelle les bencharong, qui sont bencharong 5 couleurs, des pièces produites en Chine, mais pour la cour du royaume du Siam, ce qui fait que cette décoration peut vous paraître fort peu chinoise. Enfin, je mentionnerai ces 2 œuvres qui, a priori, n'ont rien en commun, si ce n'est qu'une partie de leur décor a été réalisée en Europe. Tout d'abord, la première en haut est appelée céramique de Batavia, et qui présente un décor de bleu et blanc avec une couverte café au lait sur l'extérieur, et présente sur cette surface extérieure une frise végétale gravée au moyen d'une technique de gravure à la roue employée dans la décoration sur verre en Allemagne, particulièrement à Dresde, en Bohême et en Silésie vers les 17e, 18e siècles. Et par ailleurs, donc là vous avez un détail de ce décor dont on peut ressentir l'aspect gravé. Et par ailleurs, cette soucoupe, elle aussi, présente des émaux jaunes, ici et là, qui ont sans doute été ajoutés à Londres, notamment du fait de l'aspect très opaque, épais, qui était fait pour cacher la surface inférieure. Et peut-être l'artisan a-t-il voulu censurer le geste licencieux du personnage masculin vers la jeune fille, de façon à ne pas briser l'harmonie d'ensemble. Il aurait ajouté une couche supplémentaire sur les vêtements du personnage. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces 2 pièces illustrent à leur manière toutes les réinterprétations des porcelaines chinoises qui ont pu avoir lieu en Europe.
Et voici un autre exemple de ce type d'émaux rajouté en Europe a posteriori, une fois que la pièce a été acquise. Pour conclure, j'aimerais terminer cette communication en évoquant ce que la collection ne contient pas. C'est-à-dire que si l'on compare cette collection avec d'autres qui lui sont contemporaines, on ne peut que faire le constat de grands absents, notamment les bleus et blancs, à part la pièce que je vous ai montrée, sont quasiment absents de la collection, de même que les porcelaines de type Compagnie des Indes à décors occidentaux sont eux-mêmes relativement réduits. La collection de porcelaine chinoise de Salomon et d'Adèle est résolument une collection de son temps, mais à travers laquelle on devine du coup certaines préférences. Sans doute que ces préférences ont été plutôt mues par un désir de décorer un espace au moyen d'un ensemble cohérent, en l'occurrence des plats et des compotiers de la famille Rose, plutôt que de présenter les pièces, des pièces historiquement majeures. La permanence entre les dispositifs d'exposition des deux lieux ayant hébergé la collection le prouve. Enfin, les capacités financières de Salomon et les circonstances particulières du marché de l'art parisien après la Deuxième Guerre de l'opium ont néanmoins permis l'acquisition de pièces exceptionnelles issues des collections impériales chinoises. Les intermédiaires ayant œuvré à la constitution de cette collection ont certes beaucoup acquis de porcelaine faite pour l'exportation, mais qui sont d'une grande finesse d'exécution et n'en sont pas moins les témoins d'une période extrêmement féconde d'échanges entre les fours impériaux et les fours populaires, entre la Chine et l'Occident. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Pauline, pour ta communication très documentée et très pointue. Je laisse la parole à des éventuelles questions, sachant que on a une matinée très chargée, donc on aura peut-être quelques minutes encore pour les questions. Et est-ce qu'il y en a? Oui. Merci Laura. Célia Fleury, donc c'est pour la dernière communication. Deux petites questions, donc une qui montre comment dire mon inculture complète de l'histoire des collections asiatiques en France au 19e. Il y a beaucoup de vos reproductions, donc des collections qui sont conservées à la FNAGP. Donc c'était juste pour comprendre le lien, la provenance, puisqu'il y a l'air d'y avoir pas mal de collections. Et deuxième question, concernant la spoliation du Palais d'été, je me demandais si du coup, aujourd'hui, c'était des œuvres qui pourraient être juridiquement demandées par la Chine, ou est-ce que il y a des traités qui ont, j'allais dire, statué cette spoliation a posteriori. Enfin voilà, vu ma communication de cet après-midi, évidemment, c'est une question qui me paraît importante. Oui, pour la première question, en fait, la communication aujourd'hui se base sur cette collection de la FNAGP qui est le cabinet, la structure qui est en charge de ces collections dans le cabinet de curiosité de l'hôtel Salomon de Rothschild que vous visiterez ce soir. Donc c'était mon point de départ et c'est pour ça que la plupart des œuvres présentées viennent de cette collection. Après, évidemment, vaste sujet, en plus très d'actualité, les restitutions. Je ne connais pas de demande officielle de la Chine, mais les ventes de la collection Berger, notamment qui ont fait scandale avec les œuvres qui étaient des têtes d'animaux du zodiaque conservées au musée du Palais quand elles sont arrivées en fait sur le marché de l'art. Ont été achetées par... tout le monde connaît un peu l'histoire, achetées par un Chinois finalement. La vente n'a pas eu lieu, elle a été annulée et les œuvres ont été restituées.
À part ce genre de cas, pour ce qui est d'institution publique à institution publique, j'ai pas connaissance soit d'une prise en charge des officiels des deux bords de cette question. Seulement, sans doute que c'est dans l'air du temps et qu'il faut aussi le dire, l'histoire des collections du UAM-IUN ont ces 10 dernières années fait l'objet de beaucoup de recherches de plus en plus pointues, de plus en plus approfondies et qui tendent à faire des répertoires assez complets des œuvres spoliées, notamment avec un projet initié par la Chine dans les années en 2009, je crois. Merci infiniment pour ces communications absolument passionnantes. J'avais juste peut-être, c'était une remarque en fait concernant la dernière communication également. Peut-être qu'il serait intéressant de mettre en parallèle en fait les acquisitions chinoises de James de Rothschild destinées à l'ornementation du château de Ferrières, puisque vous savez que le château de Ferrières est décoré donc entre 1857 et 63, qu'il achète également bon nombre d'objets qui proviennent du sac de Pékin. J'ai l'impression que, par les notes que j'ai en tête, que les intermédiaires sont sont les mêmes que Salomon, mais que les pièces sont très différentes, c'est-à-dire que j'ai pas du tout étudié ça de près, n'étant pas spécialiste d'art chinois, mais que c'est plutôt des pièces plus importantes comme des vases, comme des paravents chinois, comme des pendules. J'ai une liste. Voilà, donc peut-être dans l'approfondissement de vos recherches, ça serait intéressant de faire une sorte de parallèle entre le père et le fils et voir finalement comment le goût de Salomon, par l'achat de ses assiettes notamment, se démarque un peu de son père. Tout à fait, merci beaucoup pour cette indication. Je pense que j'en prends bien note et je le ferai pour la suite. Non, mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est vrai que là, vous avez deux espaces contemporains. Absolument. Merci. Oui, c'est également une question pour vous. Cette collection de l'hôtel Salomon de Rothschild est-elle composée uniquement de porcelaine chinoise? Y a-t-il des porcelaines japonaises? Et dans ce que vous avez montré en porcelaine chinoise, c'est essentiellement de la porcelaine du XVIIIe siècle. Y a-t-il des porcelaines du XVIIe, Van Ly ou de l'époque Ming, puisqu'il a l'air de s'intéresser à la porcelaine d'exportation, puisqu'il y a quelques exemples que vous avez montrés de porcelaine d'exportation. Est-ce que c'est l'ensemble de la collection ou est-ce que c'est partiellement ce que vous avez montré? J'ai essayé de faire un panorama représentatif avec ces pièces exceptionnelles et pièces moins exceptionnelles et de replacer la collection dans l'intérêt qu'on lui portait dans 1860. Après, effectivement, j'ai dit très peu de bleu et blanc, donc Ming, il n'y a pas de pièces d'époque Ming. Votre autre question qui était la porcelaine japonaise. Oui, japonaise. Parce qu'au XIXe siècle, on confondait un peu les deux. Oui, tout à fait. La preuve en est des coquilles d'œufs que j'ai présentées, qui sont les plats à revers rubis.
Effectivement, on confond les deux. Néanmoins, le Japon est de plus en plus présent sur la scène des expositions universelles et la connaissance va très vite. En 1860, c'est le balbutiement, je l'ai dit, mais ça va aller très vite dans la connaissance de ces objets et notamment avec le courant du japonisme et la participation du Japon à des événements en Occident. On identifie, du moins, un certain nombre d'objets qui viennent du Japon, notamment les porcelaines de Satsuma, qui sont qui reçoivent un accueil très enthousiaste de la part des Occidentaux et dont on en a quelques exemplaires à la FNAGP. Aujourd'hui, ma communication était vraiment focalisée sur les céramiques chinoises qui sont dans le nombre, les pièces les plus importantes. Il y a aussi des porcelaines chinoises, mais en nombre plutôt réduit, et notamment 2 grands plats imari, kinrande, qui sont ces bleus et blancs, aréo dorés et rouges que vous aurez l'occasion de voir cet après-midi. Encore une dernière question. Oui, merci. J'ai une question pour Monsieur Fournet. Est-ce que vous savez pourquoi les tentures qui proviennent de l'hôtel de Marigny sont en si mauvais état? Parce que quand ils étaient placés, ils ne devaient pas être dans cet état-là. Les Rothschild n'auraient jamais acheté un truc, pardon, des cuirs en mauvais état. Je n'ai pas compris la fin de votre question, madame. Pourquoi est-ce que les cuirs de l'hôtel de Marigny sont-ils en si mauvais état? À l'acquisition, ils ne devaient pas l'être. Je ne peux pas répondre. Je ne peux pas répondre à votre question. Je peux simplement que constater qu'ils sont dans un état de destruction très avancé. Alors, je peux quand même. Le cuir est une matière organique. C'est une matière donc fragile, et c'est une matière qui subit un vieillissement au cours de son évolution. Alors, il y a un certain nombre d'éléments qui viennent les perturber, les éléments traumatiques, ce qui n'est pas le cas là. Surtout, ce qui est le plus nocif pour les cuirs, ce sont les éléments climatiques. Et en particulier, il y a deux facteurs qui doivent être qu'on doit bien avoir à l'esprit. Bon, d'une part, la température ambiante. Normalement, il est préférable que la température ambiante ne dépasse pas 25 degrés. Mais ce n'est pas ça encore le plus important. Le plus important, c'est le degré d'hygrométrie. Et un des facteurs les plus dommageables, c'est l'invention du chauffage central, qui a comme conséquence de dessécher l'atmosphère, comme chacun le remarque tous les jours, avec des diminutions du taux d'hygrométrie autour de 30% ou moins. Alors le cuir ne supporte pas ça du tout. Et ce qui supporte encore moins bien, c'est les variations d'hygrométrie. C'est-à-dire quand vous avez une augmentation journalière ou saisonnière, des variations donc du degré d'hygrométrie. Le cuir, bien entendu, qui est fait, comme chacun sait, de fibres conjonctives, quand il est soumis à une atmosphère très humide, a une tendance à se distendre. Quand il est soumis à une ambiance très sèche, les fibres ont tendance à se rétracter. Et à la fin de tout ça, le risque... Et alors surtout, il y a un élément qui intervient, qui est déterminé par la chaleur surtout, c'est qu'à un moment donné, peut survenir une destruction complète de la fibre, comme dans tout cuir. Et en fonction de l'âge d'un cuir, le cuir supporte plus ou moins bien une température donnée. En particulier, un vieux cuir ancien, disons, supporte des températures, supporte mal des températures plus basses, si vous voulez.
Voilà. Donc, voilà, si vous voulez, les principales raisons. Alors, il y a d'autres facteurs qui interviennent, mais ce sont les plus importants. Alors, pour ce qui est du cuir de l'hôtel de Marigny, je ne peux pas du tout répondre à la question parce qu'il y a très peu de notions. Tous les dossiers que j'ai consultés au Mobilier National ne font pas état, justement, du contexte de conservation. Donc, je ne peux pas aller plus loin. Mais le facteur climatique est certainement le plus important. Avant de reprendre, disons, dans 10 minutes, comme on a pris un petit peu de retard.